Bienvenue au-dessous des bibliothécaires. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une pile de bandes dessinées jeunesse sur les quelques nouveautés qu'on vient d'avoir en fin d'année. On est allé chercher dans les librairies des bandes dessinées sur place. Magda, cuisinière intergalactique. Il ne faut pas se figurer vis-à-vis de la couverture, même du dessin un petit peu simpliste et enfantin. C'est une extraordinaire saga qui dénonce tout à la fois l'hypercontrôle, la télé-réalité, et aussi le poids de l'héritage, comment est-ce qu'on assume des choses qui sont parfois dures à porter. Moi, je le résumerai assez rapidement en disant que c'est Top Chef et Hunger Games mélangés. Parce que Magda, elle va participer à un concours gastronomique intergalactique pour récolter le nectar, qui est une sorte de substance magique qui peut sauver une planète. C'est donc très écologique puisque les candidats s'engagent aussi au travers du fait un petit peu violent puisqu'ils sont filmés H24. Là où c'est vraiment un coup de force, c'est que le dessin est hyper original. C'est un dessin qui m'a fait penser un petit peu à du Mobius, et je trouve que proposer un graphisme comme ça pour des jeunes, c'est aussi super intéressant. On en est au tome 2, j'essaie de pas trop divulgacher l'intrigue. Il y a toutes ces composantes qui s'affrontent au sein de ce monde, puisqu'en plus, pendant que se passe l'épreuve gastronomique, il y a quelque chose qui se passe, il y a une réunion des puissants autour de la table et on ne sait pas ce qu'ils vont décider. Autour de la table, il fallait le faire. Le Schtroumpf de Thébault. Alors moi, j'en attendais pas grand-chose. C'est un bijou. Thébault, c'est celui qui a fait Raoul. Je ne sais pas si vous voyez à peu près, c'est un humour un peu gras mais qui fonctionne très bien sur les contes de fées. Et là, il s'attaque au Schtroumpf. D'ailleurs, c'est éculé, c'est refait. C'est parfait. Le pitch de départ, c'est qu'il y a un Schtroumpf qui apparaît et on ne sait pas qui c'est. On a aussi un petit peu un hommage à un album des Schtroumpfs classiques où Gargamel s'est changé en Schtroumpf et va tout faire pour disparaître dans le village. On en parle un petit peu, ça. Donc il y a aussi hommage à la série de Peyo. Mais il y a un scénario original délicieux et une caricature véritablement de l'organisation et du monde des Schtroumpfs. Je vous dis pas pour qui est ce Schtroumpf, puisque c'est quand même le sel de l'histoire. C'est dessiné à la façon de Thébault, hein, il a gardé son style, ça aussi c'est plutôt chouette, il n'a pas essayé de faire le plagiat du style de Peyo. Il y a un humour à la Thébault, c'est-à-dire qu'on voit toutes les pages pendant le road trip, on voit intercaler des pages où le grand Schtroumpf essaye de s'en sortir sans y arriver, et ça c'est plutôt marrant de voir qu'il n'y arrive pas. C'est vraiment une belle réussite, et il n'y aura qu'un seul tome, c'est qui est ce Schtroumpf de Thébault. À être dans les grosses sagas qui se poursuivent, le retour de Gaston Lagaffe, je n'en attendais pas non plus grand-chose. Mes libraires, et je leur fais une grande dédicace à l'interlude, m'en ont mis des caisses. Je me suis dit, bon, ok, on va le prendre. Vous avez peut-être entendu cette mini-polémique qu'il y a eu entre l'éditeur Dupuis, la fille de Franquin, puisqu'on ne savait pas si Gaston appartenait vraiment. Bon, en fait, Gaston, le personnage Gaston a bien été vendu et c'est Dupuis qui l'a. Delaf, c'est les nombrils, s'empare de Gaston et là, il réussit une merveille. Mais vraiment, c'est, on pourrait dire, l'album type de la reprise, tout en étendant l'hommage, tout en faisant quelque chose de moderne. C'est un peu ce qu'on a du mal à faire sur Astérix, par exemple. Là, Delaf, il le réussit, mais à 200%. Sur Gaston, on a toujours des pages par gag. Il y a une mise en abîme magnifique, puisque à la fin, on a un scénario un petit peu plus long, où Franquin veut quitter le journal Spirou. Donc il y a vraiment un hommage aussi là-dessus, et bon, ils vont y arriver. Le gag final est nickel. On a des gags un petit peu mis à l'ordre du jour, mais c'est pas forcé. Hein, on sent qu'il n'a pas voulu forcer le trait pour dire « Ah, regardez, je fais des blagues qui sont compréhensibles pour aujourd'hui. » Non, non, c'est très fin, c'est très intelligent, on a tous les personnages que l'on veut, que l'on attendait. C'est vraiment une réussite, le retour de Lagaffe. Je ne sais pas s'ils vont en faire d'autres. Chez Dupuis, bien évidemment. Petit ovni, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu étrange sur ce truc-là. Ça s'appelle Mauvais Monstre. C'est un auteur français, Enzo Bercati, qui l'a dessiné et qui en a fait le scénario chez Glénat. Qu'est-ce que c'est? Alors au départ, ça m'a beaucoup fait penser à Pullman, à la Croisée des Mondes. Vous savez, ils ont tous un petit démon en plus, qui font partie de leur personnage, qui font partie de leur âme. Là, on est dans un monde un petit peu parallèle, où tous les adolescents, à l'adolescence, il y a quelque chose qui est clos en eux, il y a un œuf qui est en eux, qui est clos, et c'est un petit monstre. Donc c'est nickel pour parler aussi des problèmes d'adolescence, c'est parfait. Donc il y a forcément de la jalousie entre quand est-ce que tu vas avoir ton monstre qui apparaît, etc. L'héroïne est géniale. L'héroïne, c'est vraiment l'ado, mais punchy en même temps, qui a beaucoup de fêlures, qui se fait que des ennemis de tout le monde. Elle a un copain qui, en fait, est plus qui la drague, mais elle veut juste que ce soit la friendzone. Bon, ça marche pas très bien.
Donc des intrigues très classiques d'une teenage comédie ou d'un teenage drama, mais il y a ce petit plus du monstre qui apparaît très vite dans l'histoire, puisque elle va avoir un mauvais monstre. C'est-à-dire un monstre qui est moche, qui ressemble à rien, mais qui a des pouvoirs magiques, ce que n'ont pas les autres petits monstres. Et donc ça va interagir dans son histoire. Le traitement de l'histoire aurait pu rester vraiment très terre à terre, et je trouve que c'est assez bien structuré. Tous les personnages sont complexes, même sa némésis, qui est vraiment la star du collège. En fait, on se rend compte qu'elle a une vie compliquée, avec des choses dures à porter. Tout ça est très bien fait, et même son copain, qui pète complètement un boulard. Ça, c'est super bien fait, je vous en dis pas plus. Donc, c'est un premier tome, ça va être une série. Moi, j'attends beaucoup la suite. C'est vraiment une découverte. Et pour finir, une petite douceur, une petite délicatesse. Si vous avez des gamins qui aiment les BD historiques, ben vous pouvez leur proposer ça. Si vous avez des gamins qui préfèrent les BD d'horreur, vous pouvez leur proposer ça aussi. Là, ils ont réussi le coup. C'est des zombies à Rome. C'est génial, c'est un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. C'est BD Kids qui propose ça, donc ça reste vraiment pour un public de jeunes, c'est pas affreux, c'est pas horrible. C'est deux héros qui sont des esclaves. On a un petit peu très loin l'image d'Alix, hein. Voilà, un petit peu cette ambiance-là, mais c'est vraiment pas du tout ce côté vintage. C'est très moderne, avec ces deux esclaves qui vont tout faire pour retrouver les parents dont ils ont été éloignés. Et au moment où ils pensent qu'ils vont être libérés, au début de l'histoire, eh bien, il y a une sorte de virus qui atteint leur maître qui était censé les libérer et qui va le transformer en zombie. Donc ils vont être séparés, ils vont traverser Rome et les alentours pour savoir qu'est-ce qui se passe, quelle est cette horreur-là. Et il y a un petit côté mythologique puisque ce malheur divin aurait été envoyé par Zeus. Donc c'est vraiment le truc qui aurait dû se casser la figure d'entrée de jeu, quoi. BD historique antique zombie, et ça marche. Je sais pas pourquoi, j'avoue, je sais pas trop. Peut-être parce que le duo des personnages, les deux enfants, sont assez attachants, sont bien travaillés, et à la fin en plus, je vous le dis pas, mais vous le verrez certainement si vous le lisez. Il y a un tout petit, bon là par contre c'est très léger, mais il y a 4 pages documentaires à la fin pour la vie à Rome et à l'Empire romain sous l'Antiquité. C'est donc publié chez BD Kids et c'est de Anne Schmock et Antoine Brivet. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura donné envie de lire ces bandes dessinées. Si vous en avez lu, n'hésitez pas à commenter, à nous donner vos avis, à rebondir également sur peut-être ce que l'on vous propose. Et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures des bibliothécaires, podcasts, lectures, commentaires et autres.